Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui un test que vous avez été nombreux à me demander tout au long de ces dernières semaines, ces derniers mois, le test du OnePlus One de OnePlus, donc le premier terminal de OnePlus, OnePlus qui est intimement lié quand même à la marque Oppo, O2PO, qui est un constructeur chinois qui fait plutôt des terminaux intéressants d'ailleurs. Ça va être un test, comme d'habitude, ça va être un test long, il y a beaucoup de choses à dire dessus, même au-delà du produit, il y a tout un contexte à expliquer, donc si vous voulez voir, en fait, si vous voulez ce test, il est en retard, mais il est là parce que vous me l'avez demandé, c'est un produit que je trouve intéressant. Au-delà de ça, si vous voulez voir un test plus court, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres sur internet, donc si vous n'avez pas au moins une demi-heure à m'accorder aujourd'hui, vous pouvez changer de vidéo tout de suite, parce que je sais qu'il y a des gens qui râlent quand c'est trop long, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand c'est long, et donc aujourd'hui ce sera long. La raison pour laquelle je le teste en retard, c'est très très simple, c'est que OnePlus a pas le budget pour envoyer des produits à la presse. Ils m'ont envoyé des invitations, une invitation pour que je l'achète moi, mais j'avais pas prévu de l'acheter pour moi. Alors en conclusion, je répondrai aussi à la question, est-ce que je compte moi acheter ce produit ou pas? Ça peut être intéressant d'avoir cet axe-là. Et puis je souhaitais, alors pourquoi je l'ai aujourd'hui? Non, je l'ai pas acheté, je souhaitais remercier, du coup il y a un abonné, un lecteur, qui me l'a envoyé, c'est son produit, et il me l'a envoyé pour que je puisse le tester. Il s'en est séparé pendant quelques jours, et là il l'a toujours pas, puisque vous voyez, il est devant vous. Donc c'est Pierre Alban, et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Android Custom, qui est une toute petite chaîne YouTube où il a publié quelques vidéos, je sais pas ce qu'il a prévu de faire dessus, mais je vous invite à regarder dans la description si vous voulez le remercier ou quoi que ce soit. En tout cas, moi je le remercie très chaleureusement parce que c'est vraiment sympa de me faire confiance comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le feraient et je le remercie vraiment, et ça vous permet aujourd'hui d'avoir ce test du OnePlus One. Alors, ce OnePlus One là qui m'a envoyé, en fait, c'est l'édition, vous voyez, il n'y a pas le logo cyanogène à l'arrière. Alors en fait, c'est le OnePlus One en édition chinoise, celui qui est proposé en Chine, que apparemment vous pouvez vous procurer plus facilement que le système habituel. Par contre, c'est un OnePlus One officiel et il a été flashé. Normalement, en Chine, en fait, il tourne sous ColorOS, si je dis pas de bêtises. Et là, dans cette version-là, il a été flashé sous Cyanogen, la bonne version de Cyanogen, je sais plus quel est exactement le numéro de version. C'est la version, je crois, 11S, et c'est la même version que vous aurez si vous achetez ce produit via le système d'invitation, etc. Donc vous inquiétez pas, ce test est complètement représentatif d'un OnePlus One. C'est peut-être pas exactement le même OnePlus One que vous aurez si vous l'achetez via le site, comme je disais, mais ça reste un terminal officiel, bien entendu. Alors, on va commencer par les specs, on va ouvrir la boîte juste après, puis on va parler de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui vaut ce produit, bien entendu. Donc le OnePlus One, c'est un terminal donc actuellement qui est proposé avec deux prix. Vous l'avez en version 16 Go à 200, je vous donne en dollars, vous faites la conversion vous-même parce que ça change bien sûr. Donc 16 Go à 299 dollars, pardon, et il est dans une version blanche à l'arrière. Et ça c'est la version noire, une sorte mat assez sympa d'ailleurs, et qui est à 349, et c'est la 64 Go. Donc vous avez quand même un gap qui est assez important entre la 16 et la 64. J'aime pas quand les marques font ça parce que ça signifie grosso modo prends la 64, c'est mieux, parce que prendre la 16 c'est un petit peu, ce serait dommage. Moi j'aurais préféré, comme d'habitude, c'est pareil que chez Apple, 32-64 ce serait plus sympa, mais bon bref. Android 4.4.4, c'est Cyanogen, Cyanogen Mode dans la version 11S. Si vous voulez, ce produit, il est à mettre en parallèle avec le Oppo Find 7A. Si vous avez envie d'avoir un peu un équivalent chez un autre constructeur un peu plus connu, en gros, c'est le Find 7A de Oppo. Il y a un écran 5.5 pouces. C'est pareil par exemple qu'un G3. On fera quelques parallèles avec le G3. C'est du LTPS IPS 1080p, 401 ppi, protégé par Gorilla Glass 3. Je vais allumer l'écran, c'est plus sympa pour vous. On a un Snapdragon 801, c'est quad-core 2,5 GHz. On a 3 Go de RAM. Donc on a deux versions de mémoire, j'en ai parlé au début, 16 et 64. Dans tous les cas, vous n'avez pas la possibilité de mettre une micro SD, ce qui peut s'avérer dommage, enfin si, ça peut s'avérer gênant dans le cas de la version 16. Et c'est juste dommage d'un point de vue général. Mais si vous avez prévu de prendre la 16, attention, vous pouvez pas mettre de micro SD, donc va falloir faire attention côté mémoire, consommation de mémoire. Vous avez un appareil photo à l'arrière 13 mégapixels avec flash dual LED, 5 mégapixels à l'avant, juste ici.
Il est capable de filmer en 4K avec différents formats, on verra ça dans les paramètres rapidement. L'échantillon que je mettrai sur YouTube, c'est du 4K UHD, on va dire classique entre guillemets, celui qu'on trouve sur la plupart des mobiles. Vous pouvez même filmer au ralenti à 120 fps. Il est compatible LTE, et je vais faire une petite aparté à la fin des specs là-dessus parce que c'est important. Bon, compatible LTE, micro SIM et une batterie de 3100 mAh. Alors, le point sur le LTE, en fait, c'est important quand même, et ça fait partie des points négatifs. C'est-à-dire que c'est un terminal qui est compatible LTE, donc 4G, mais pas sur toutes les bandes de fréquences. Donc en gros, en France, vous avez la 800, la 1600, si je me trompe pas, je les connais pas toutes par cœur de tête là comme ça, mais attendez, c'est laquelle déjà? Ouais, non, 1800 et 2600. On a 800, 1800, 2600. Certains opérateurs utilisent certaines bandes. Moi, j'ai testé avec Bouygues Telecom qui utilise les trois, et j'ai eu aucun problème de réception. Mais j'ai lu des tests et des avis d'internautes qui expliquent qu'en gros, sur des opérateurs notamment comme Orange, mais pas uniquement, et tous les MVNO qui sont liés à ces opérateurs-là, si vous vous retrouvez sur une antenne, vous essayez de vous connecter à une antenne qui est en 800 MHz, vous n'arriverez pas à réceptionner du réseau 4G, ce qui peut être quand même très problématique, notamment parce que le 800 MHz, c'est aussi, c'est la bande de fréquence qui est réputée, qui est même pas réputée, c'est comme ça que ça se passe, c'est celle qui rentre le plus dans les bâtiments, ce genre de choses. Donc c'est celle qui normalement garantit une meilleure réception en intérieur, et vous ne l'avez pas sur ce produit. Est-ce que c'est un problème? Ça dépend de votre opérateur a priori, mais c'est quand même un problème pour l'Europe, pas que pour l'Europe, hein, il y a d'autres pays comme ça qui utilisent ça, mais en tout cas pour nous en France, je pense que c'est un souci. Ça m'a pas gêné personnellement, mais ça pourra vous gêner vous, donc il n'y a pas vraiment de moyen de vous renseigner pour ça. Je sais pas s'il y a des logiciels, des applications qui permettent de scanner autour de vous le réseau et de savoir quel type de bande de fréquence vous avez autour de vous. Mais dans tous les cas, ça peut s'avérer être un problème pour vous si vous utilisez un opérateur qui est sur du 800 autour de vous. Sur ce, on va passer dans la boîte, enfin dans les deux, il y a deux petites boîtes avec. Donc là, vous avez un chargeur assez au format américain, ou ça doit être pareil peut-être en Chine. Vous avez juste à prendre un adaptateur, c'est pas un vrai problème, d'autant plus que finalement c'est quoi? C'est juste du USB, il charge en micro USB, donc si vous avez ce bloc là, vous pouvez le mettre dans un coin, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous avez juste un chargeur en micro USB, enfin un câble micro USB, et vous branchez un ordi ou vous branchez un module. Je pense que au fil du temps, on a tous des petits blocs comme ça, ce chargeur micro USB qui traîne, c'est devenu, c'est un standard. Alors après, on a une petite boîte comme ça qui est extrêmement fine, ce qui est plutôt fun, sympa, tout simplement. Et en fait, hop, il y a une autre boîte dedans qui est encore plus fine et le smartphone est normalement contenu à l'intérieur. Je vais l'ouvrir juste pour vous montrer ce qu'il y a, parce que comme c'est un produit qui est pas facile à se procurer, ça peut être intéressant effectivement de voir à quoi ressemble la boîte. Donc vous avez un câble USB micro USB qui est au format plat comme ça, ce qui est plutôt sympa, c'est assez original et ça évite justement qu'il s'entortille, qu'il se fasse des nœuds, etc. Vous avez un petit outil pour accéder à la SIM, un adaptateur, alors c'est en fait, attendez, je regarde juste pour pas dire de bêtises, ouais, c'est un adaptateur mais à la fois c'est un deuxième tiroir pour mettre une nano SIM. Alors ça c'est plutôt cool, je viens juste de mettre, je l'avais même pas vu, je savais pas ce que c'était au début. Mais non, c'est plutôt sympa, plutôt bien. Et puis vous avez un petit guide d'utilisation, voilà. Ça va être tout. La batterie n'est pas amovible. La coque peut être enlevée, mais on reviendra là-dessus un petit peu après. C'est pas une opération extrêmement facile. J'ai pas vraiment essayé parce que c'est possible d'endommager le terminal. Et comme il n'est pas à moi, je prends pas ce type de risque. Mais on parlera de ça un petit peu après. Alors, côté design, c'est un produit, c'est assez intéressant parce qu'à la fois il est sobre, hein, comme vous pouvez le voir, mais il a quelques aspects un peu, c'est un petit peu original sur certains points. Donc par exemple, on va zoomer un petit peu et vous allez voir que voilà, les contours, tout ça c'est du plastique, hein. Ça ressemble potentiellement à de l'aluminium, mais c'est du plastique. Et vous avez finalement ce bloc là au niveau de l'écran qui est un petit peu en avant, et après un élément là qui est un peu en retrait. Il y a un côté un peu sympa, un peu travaillé. Voilà, vous voyez ce que ça donne ici également. Et c'est vrai que de face, on le reconnaît un petit peu grâce uniquement à ces éléments là en plastique chromé. C'est plutôt esthétique. Ensuite à l'arrière, après, on a cette coque là arrondie. Et ici avec cet effet, alors c'est
C'est gris mat avec un effet en relief, et ça me fait penser tout simplement aux matériaux qui sont utilisés par exemple sur certaines souris. Enfin moi j'en ai une comme ça qui permet d'éviter la transpiration. Par exemple si vous transpirez, vous pouvez quand même bien le tenir dans la main, ce genre de choses. Et c'est assez... Au début ça m'a un peu perturbé parce que je trouvais ça peut-être un peu moche ou bizarre, et au final c'est l'utilisation qui prévaut, et honnêtement c'est vraiment pas désagréable. Alors on va zoomer un peu sur le terminal et voir exactement ce qu'il a en termes de design. Donc des bordures qui sont pas super fines mais pas non plus épaisses. Enfin c'est entre les deux, c'est un classique. Je pense que c'est à peu près pareil que sur mon Nexus 5. Ensuite après sur le haut, on a une caméra frontale 5 mégapixels, la sortie audio, quelques capteurs, et on a également une LED de notification. Alors vous la voyez, en fait c'est le petit point qui est juste ici. On a une petite ligne, voilà, vous voyez à gauche de la sortie audio c'est les capteurs, et à gauche après c'est la LED de notification. En dessous on a des touches sensibles qui sont ici. Alors vous les voyez mal à la caméra, et pour cause, la luminosité de ces touches elle n'est pas assez élevée de base et on peut pas l'ajuster. Donc là on les voit, enfin on les voit très légèrement. Je vais essayer de vous les montrer mais c'est quasiment impossible avec en plus les réglages de la caméra. À l'œil nu on les voit mais honnêtement c'est vraiment pas assez visible je trouve. Donc mais bon on s'habitue à l'endroit où elles sont et basta. Donc ça c'est accueil, retour et menu. Menu qui fait également office de multitâche. Accueil qui fait office de je veux lancer Google Now tout simplement, un classique, et back c'est retour tout simplement. En dessous on a un port micro USB juste ici, haut-parleur et un micro principal, le premier micro en tout cas. La touche on-off verrouillé déverrouillé, jack 3.5 et un second micro. Sur la tranche gauche, on a le tiroir pour accéder à la SIM, voilà, qui est une micro SIM comme je disais, mais vous avez l'adaptateur, enfin inclus dans la boîte, qui permet de passer en anneau, et vous avez la gestion du volume. Sur le haut, je vous ai déjà montré, et à l'arrière, on a l'appareil photo, le double flash LED, le petit logo OnePlus. Alors là, on n'a pas la mention cyanogène tout simplement parce qu'il tourne sous, je crois, ColorOS en Chine. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et on a un troisième micro ici pour tout ce qui est réduction de bruit, etc. Et c'est bien sûr cette coque dans un matériau très particulier. Alors, cette coque, elle s'enlève. C'est pas facile, je vous explique juste en 2 mots comment faut faire. Si vous êtes intéressé, vous enlevez le tiroir SIM ici, et ensuite il y a 2 méthodes. OnePlus propose la méthode suivante qui consiste à le tenir dans ce sens-là, mettre un doigt dans un ongle là-dedans et à appuyer très fort comme ça pour ouvrir. Et apparemment c'est pas si facile que ça. Et je regardais une vidéo YouTube d'un mec qui expliquait, si vous cherchez ça sur Google vous trouverez, enfin sur YouTube vous trouverez, mais à partir du moment où on ouvre ça, il y a juste à insérer un ongle ou un outil, carte bleue par exemple, dans ce trou là, et en fait il y a plein de petits de petites accroches à faire sauter, et qui se remettent après facilement. Et une fois que vous avez enlevé ça, en fait il y a pas grand chose à voir en dessous. Il y a l'accès à la batterie, mais la batterie n'est pas amovible de base, il va falloir bidouiller encore plus. Le seul intérêt pour ça finalement, et c'est un peu bizarre quand on y pense, c'est juste la possibilité de remplacer cette coque, puisque OnePlus en vend certaines, notamment une en bambou qui est assez fun. Je sais plus si elle est toujours en vente, mais je l'avais vue et elle a plutôt de la gueule. Donc c'est ce genre de choses que vous pouvez faire. Par contre, pour tout l'effort que vous avez à fournir pour ouvrir ça, vous pouvez pas enlever la batterie. Je trouve ça un peu exagéré, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Donc ça, je le mets pas dans les points négatifs, c'est entre parenthèses dans mes points négatifs, mais je le mentionne, c'est quand même vraiment dommage de pas pouvoir enlever la batterie. Alors, on va parler maintenant de l'ergonomie. Donc on accédera à l'écran un petit peu après, moi je vous l'allume parce que c'est toujours plus sympa. L'ergonomie sur cet appareil, à la base, j'avais un peu peur avant de le tester. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un 5.5 pouces. Et 5.5 pouces, je trouve que c'est une taille d'écran qui est assez grande, assez importante. On a le G3 notamment qu'on a testé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est également en 5.5 pouces. Et qui lui, d'ailleurs, est un peu moins large que le OnePlus One. Et donc je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué à tester cet appareil. Alors, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Peut-être parce que tout simplement je m'habitue aussi aux grands écrans, même si je continue à utiliser mon Nexus 5 au quotidien.
mais je trouve qu'il s'en sort pas trop mal niveau ergonomie. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il est pas il est pas très épais, il est à 8.9 mm, il pèse 162, ce qui est plutôt dans la moyenne haute, mais pour un 5.5 pouces, c'est pas vraiment gênant, et donc ça signifie tout simplement que quand vous le mettez dans une poche, oui, prendre la place, si vous avez un jean avec des poches super serrées, ça va être compliqué, mais si vous avez des pantalons un peu plus larges, des grandes poches, ou des poches intérieures de manteau, etc., il n'y aura aucun problème, ça va pas vous gêner particulièrement. Ensuite, même s'il est plus large que le G3, les boutons sont bien placés, il est compact, et cette coque, ce matériau à l'arrière, finalement, il joue un rôle que je trouve vraiment important dans tout ce qui est ergonomie. Moi je le dis à chaque fois, l'ergonomie souvent c'est lié à la largeur des smartphones, et c'est toujours le cas. Et ici je trouve que malgré tout, on arrive à le manipuler à une main de manière à peu près décente. Alors quand je dis à peu près décente, c'est que vous n'allez pas pouvoir facilement attraper les éléments là-haut, hein, ça c'est une base. Si vous voulez bien l'utiliser, le mieux c'est de l'utiliser à deux mains, ça me paraît évident. De toute façon quand vous regardez des specs d'un produit au-delà de 5.2 pouces, ça devient impossible d'utiliser correctement à une main le produit, mais ici il y a quand même moyen, même en le tenant comme ça, la main accroche plutôt pas mal l'arrière comme je vous disais, et donc voilà, et je pense que au final, OnePlus s'en sort pas mal. Après, c'est clair que dans l'interface, un des soucis, c'est qu'il y a en fait rien qui est optimisé pour utiliser à une main. Vous n'avez pas d'interface prévue pour ça, par exemple comme on peut l'avoir sur un Note 4 ou d'autres. Et donc ça peut effectivement être gênant, et c'est un petit élément un peu dommage, surtout qu'on sait que Cyanogen c'est une ROM qui offre beaucoup de fonctionnalités. On aurait bien aimé trouver des fonctionnalités qui optimisent l'utilisation à une main sur ce terminal, c'est pas le cas. Donc il s'en sort bien, ça aurait pu être mieux malgré tout d'un point de vue logiciel, mais pour le hardware à proprement parler, eh bien pour cette largeur, c'est pas si mal. Parlons maintenant de l'écran. Donc c'est un 5.5 pouces, c'est du Full HD, c'est un LTPS IPS qui est plutôt une dalle sympathique d'ailleurs. Et alors, il y a plusieurs choses à noter. Premier truc en introduction, je dirais simplement que si vous lisez un peu les forums, comme moi je le teste en retard, finalement, j'ai eu droit à pas mal de mises à jour. Et apparemment, il y a un des éléments qui était à reprocher sur ce terminal, c'était une teinte jaune sur l'écran. Alors si vous me suivez depuis un bail, vous savez que les teintes jaunes, généralement je les vois directement et ça me choque et j'en parle. Pour le coup, j'ai testé, j'ai comparé à d'autres smartphones, j'ai l'impression que une mise à jour récente peut-être a réglé ce problème, moyennant quoi vous verrez sûrement des mentions de ce genre de choses sur internet. J'ai vraiment testé différents éléments et j'ai pas eu ce problème de teinte jaune, où il y en a qui parlent d'une bande en bas de l'écran, ce genre de je l'ai pas vu, je l'ai pas constaté, et pourtant j'ai fait pas mal de tests parce que sur les écrans, je trouve que c'est important. Alors du coup, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a ? Une densité de pixels qui est forte, qui est élevée quand même, 401 ppi. Alors oui, on a vu des smartphones aujourd'hui avec des écrans Quad HD, etc., avec densité au-delà de 450-500 ppi. Est-ce que c'est nécessaire ? Moi je dis à chaque fois, je ne pense pas. Et c'est vrai que sur ce terminal, quand on regarde de près l'écran, bah écoutez, on voit pas les pixels, tout est bien net, bien lisible, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a des angles de vue qui sont tout à fait honorables, et quand je dis honorables, en fait ils sont excellents. Aucun souci là-dessus. Ça c'est la première chose. J'ai regardé, il n'y a pas de fuite de lumière également. Et ça peut paraître un détail pour certains, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Ensuite, d'un point de vue luminosité à proprement parler, on a un appareil qui est capable, alors je peux vous lancer ça vite fait pour voir, c'est autre chose, vous allez voir. On a un appareil qui est capable de générer 195-200 lux sur du blanc au maximum de sa luminosité. Et c'est plutôt bien. Donc là, je vous montre un peu les couleurs. Alors là, le noir paraît vraiment noir, mais dans les faits, il est quand même assez gris. On n'est pas sur du OLED, on n'est pas sur de la MOLED, on est sur quelque chose voilà, qui a l'habitude de générer des blancs, enfin des noirs plutôt gris. Et là, vous avez vu sur le blanc, il est plutôt lumineux. Ça envoie pas mal. Et d'ailleurs, vous pouvez gérer la luminosité en accédant à ce menu-là. Donc ça, c'est pour ces éléments-là. Il y a un point par contre que je tiens à mentionner. Et ça, je pense que c'est du logiciel. Ça va être dur de vous le montrer là parce que c'est un bug en fait que j'ai constaté moi et j'ai vérifié après, et sur les forums j'ai vu que c'était effectivement, les gens l'avaient trouvé. Alors je vous en parle et j'espère qu'il va apparaître, et en même temps j'espère pas parce que c'est gênant. Mais en gros, parfois, vous avez l'écran qui s'optimise naturellement et qui va être surexposé.
Et donc ça fait que par exemple, là je suis sur le site Test Mobile, vous voyez, alors là c'est ma caméra qui est réglée de manière un peu forte au niveau, au niveau de l'exposition. Je vais juste rajuster un tout petit peu, voilà, pour que ce soit un petit peu mieux pour vous. Mais grosso modo, là, sur un... Bon, regardez là, et puis si le bug se produit, je pourrais vous montrer. Mais on va voir là, par exemple, le logo, on voit qu'il est quand même bien défini. On voit, par exemple, vous voyez les lignes grises là, dans le blanc, on les voit bien. Et bien, quand il y a ce bug-là, l'exposition devient vraiment trop forte, et c'est forcé, c'est abusé. Et on n'arrive plus à voir trop bien les contours ici, on voit plus les lignes dans le blanc, ce genre de choses. Les icônes d'un seul coup deviennent extrêmement saturées, ce genre d'éléments. Et ça c'est très étrange parce que dans les paramètres en fait j'ai fait des tests, pendant 1 heure j'ai testé ça pour être sûr de mon coup. Et donc j'ai testé en enlevant rétroéclairage adaptatif, amélioration des couleurs, ce genre de choses, et j'ai l'impression que c'est cet élément-là qui peut éventuellement poser problème, mais j'en suis pas sûr à 100%. Donc je vous le dis, si vous avez ce bug-là, essayez d'enlever rétroéclairage adaptatif avec l'amélioration en plein soleil, mais j'ai essayé d'enlever amélioration des couleurs, c'est le bug arrivait toujours. J'ai essayé d'enlever amélioration en plein soleil, ça changeait rien, et j'ai enlevé celui-là, et je l'ai pas depuis ce moment-là, mais ça vient pas forcément confirmer le fait que ce problème ne se produira pas. Voilà, par exemple là je l'ai pas. Et bref, donc c'est difficile de le montrer. S'il se produit pendant le test, je vais laisser les options cochées. Je vous le mentionnerai parce que ça devrait se voir. En gros, d'un seul coup, l'exposition devient très forte sur l'écran. On a des couleurs très saturées, ce genre de choses. Et c'est assez choquant. Sinon, au-delà de ce petit bug, l'écran du OnePlus One, il est quand même excellent. On a une bonne densité de pixels, de belles couleurs. Il est très confortable et très lumineux. Donc en extérieur, normalement, il n'y a pas de souci. Donc plutôt bien là-dessus, même très bien. Dernier petit point technique, je vous ai parlé des bandes de fréquences, etc. LTE qui peuvent poser problème, donc avec le 800 MHz. Après, j'ai lu aussi sur d'autres tests que la réception était pas très bonne. Moi, je pense que ceux qui disent que la réception est pas très bonne, c'est plutôt lié au 800 MHz, parce que j'ai testé notamment par rapport à un Nexus 5, qui est pas une référence en la matière, hein, et on arrive au même résultat. J'ai testé à différents endroits, en intérieur et en extérieur, et à chaque fois avec la même carte SIM, donc même réseau, même endroit, j'obtenais la même perte de signal sur le Nexus 5 que sur ce terminal là. Donc oui, le Nexus 5 n'est pas une référence, mais au final c'est pas pire que ça, et donc c'est pas gênant. Moi j'utilise mon Nexus 5 au quotidien, sur le réseau en tout cas Bouygues Telecom en Ile-de-France, et honnêtement je m'en plains pas spécialement. Après oui, ça pourrait être meilleur, il y a des produits de Huawei notamment qui sont meilleurs que ça en réception, mais c'est pas catastrophique. Par contre, ce qui peut être catastrophique, c'est si vous êtes dans un coin où il y a, je sais pas mal d'antennes en 800 MHz, bah là vous aurez des problèmes, c'est une certitude. Parlons maintenant des fonctionnalités de ce terminal et finalement le vif du sujet, hein, au-delà de l'hardware. Alors en introduction, il y a juste un truc à mentionner, c'est que c'est un appareil qui tourne donc sous Cyanogen Mode 11, qui est une ROM pour Android, qu'on peut se procurer sur quasiment n'importe quel smartphone ou presque, c'est pas tout à fait le cas, et qui est une ROM qui est très intéressante parce qu'elle intègre plein de fonctionnalités qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Donc ça c'est cool. Et puis c'est cool de trouver une marque qui propose ça, une marque alors qui est un peu underground on va dire, qui sort un peu de nulle part, même si derrière il y a quand même une grosse entité, mais c'est quand même une petite marque et on se retrouve avec un OS assez sympa derrière. Alors dans les faits, c'est cool. Après, je vais être honnête avec vous sur ce qui est important de relever, c'est qu'il y a un conflit actuellement entre OnePlus et Cyanogen. Cyanogen qui est une entité à part entière, OnePlus qui est une autre entité. Ils ont fait un partenariat non exclusif pour utiliser Cyanogen sur leur smartphone. Ce qui se passe, c'est que sur le marché indien, Cyanogen a fait un deal avec Micromax, il me semble, pour avoir sur un autre smartphone, et là cette fois c'est exclusif, et du coup au final ça a créé un micmac pas possible, et c'est en train de se résoudre, on sait pas exactement ce qui va se passer, mais il y a des chances que OnePlus pour le 2 arrive avec son propre OS. Alors quand je dis son propre OS, ce serait un fork d'Android, type ColorOS ou Flyme, ce genre de choses. Mais voilà, vous attendez pas forcément à avoir du Cyanogen sur le 2, et vous attendez pas forcément à avoir du Cyanogen sur n'importe quel OnePlus que vous achetez partout dans le monde. Et c'est, voilà, donc là on va parler de Cyanogen, c'est intéressant, mais le voyez pas comme un truc forcément long terme, parce que leur deal, honnêtement, il est un peu bancal. OnePlus a l'air d'être relativement fiable, c'est plutôt Cyanogen qui est en train de faire les choses de manière un peu crado. Je vous invite à, si le sujet vous intéresse, vous tapez OnePlus Cyanogen,
conflit ou je sais pas trop quoi, ou tapez Inde, et vous verrez un peu le sujet. C'est intéressant de voir comment ça se passe d'un point de vue business. Après, pour l'utilisateur, pour l'instant, ça change rien. Mais en tout cas, il s'est pas dit que le support de cyanogène soit fait sur la durée pour le OnePlus, et surtout le OnePlus 2, est-ce qu'il y aura cyanogène? On ne sait pas actuellement. Ok. Alors, je vais essayer de passer dans la plupart des fonctionnalités, je vais peut-être en louper. S'il y en a que je loupe, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. Si vous voyez d'autres fonctionnalités qui sont mentionnées dans d'autres tests et que moi j'oublie, ou l'inverse, c'est tout à fait possible, n'hésitez vraiment pas à laisser un message. Alors, premier truc, on a le double tap, ça c'est plutôt sympa. Et on peut également activer une fonction qui consiste simplement à faire un double tap sur la barre de statut en haut, pour refermer finalement l'écran, enfin pour remettre en veille l'écran, parce que si je tape sur le fond d'écran ça marche pas, et c'est d'ailleurs pas plus mal, parce que ça peut être gênant de double taper n'importe où sur le terminal pour, voilà. Donc le double tap là-haut, double tap ici, hop, vous déverrouillez. Alors il y a deux possibilités pour l'écran de déverrouillage, vous avez soit celui-ci, avec la météo, ce genre de choses. Je vais être tout à fait honnête, j'ai pas réussi à changer ce fond d'écran. Je dois être complètement noob, mais peu importe. Il y a normalement moyen de changer ce fond d'écran. Et après, vous pouvez également repasser sur un modèle un petit peu plus classique, si vous faites comme ça. Par contre, ici, vous avez des raccourcis en plus. Donc, vous avez quand même la météo, un petit widget ici. Vous avez les widgets classiques Android. Et vous avez là plein de petits raccourcis que vous pouvez personnaliser. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai choisi celui que vous avez vu tout au début. Mais vous pouvez tout à fait changer ça sans souci. Ensuite, vous pouvez lancer l'appareil photo rapidement en faisant comme ça. Là, sur la gauche, vous avez rien. Si vous faites ça, vous avez rien. Il faut juste faire baisser l'écran de cette façon-là. Il y a des petits trucs en plus, alors je vous les montre maintenant et après je vais passer dans les paramètres pour essayer de ne rien oublier parce que c'est important. Si par exemple je fais un haut sur l'écran, alors ça c'est activé dans les paramètres, ça va lancer normalement l'appareil photo. À part si je l'ai mal fait, un rond normalement, voilà, il lance l'appareil photo. Ensuite si vous faites un V, ça va lancer la lampe torche. Regardez, je vous montre ça, là elle est allumée, là c'est éteint, d'accord? C'est plutôt sympa. Et alors là, je ne veux pas vous pouvoir les montrer en action, mais quand vous lisez de la musique, vous pouvez, il y a des gestes à deux doigts, un doigt, ce genre de truc, pour contrôler la musique, et ça c'est plutôt bien pensé, c'est assez sympa. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez les désactiver. C'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé de lancer de la musique sans faire exprès. Je sais pas, ça sortait de nulle part, la musique se lance d'un coup, c'est peut-être un bug d'ailleurs. Ou bien si vous utilisez l'écran pour déverrouiller, que vous faites un geste un peu mal fait, bah, au final ça va peut-être faire un V et ça va lancer la lampe torche. Enfin, c'est des détails comme ça. Ça arrive assez rarement, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais rentrer dans les paramètres d'abord pour commencer. Et je crois, attendez, je vois, voilà, c'est bon. Alors, c'est bon, c'est pas super bon, mais en gros là j'ai le bug en question que je savais que ça tomberait à un moment n'importe où. Alors, je vous montre, j'ai pas réglé la caméra, d'accord? Là, vous voyez, les blancs, ils sont peut-être un poil trop exposés. Et si je lance ça, voilà. Vous voyez, le logo Test Mobile est tout... on voit plus rien. Là, on voit plus rien du tout. Et là, le rendu à la c'est pas moi qui ai modifié le rendu à la caméra, c'est l'écran qui s'est modifié tout seul. Et je pense que c'est l'écran qui s'adapte, c'est ça le souci. Si je fais ça, normalement, ça devrait régler le problème. Voilà. Ça a réglé le souci, vous voyez maintenant, vous voyez très bien les lignes, etc. Donc c'est cool que, enfin je suis content finalement que le bug soit produit. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce truc-là, cette option-là, un rétroéclairage adaptatif. Donc je vais l'enlever pour le reste du test, parce que maintenant qu'on l'a vu, on n'a plus besoin que ça arrive à nouveau. J'espère que ce sera réglé. Il y a beaucoup de bugs qui ont été mentionnés dans des précédents tests que moi j'ai pas constaté parce qu'il y a eu des mises à jour depuis. Celui-là par contre il est toujours là, c'est un petit peu dommage. Alors on va passer dans les paramètres. Hop, et on va faire un petit tour rapide parce que c'est là-dedans qu'il y a un peu toutes les fonctionnalités un petit peu spécifiques à Cyanogen. Là-dedans il n'y a pas grand-chose à dire, on a écran de verrouillage, vous l'avez vu tout à l'heure. On peut donc activer soit l'écran que je vous ai montré, soit un autre. On a la possibilité d'afficher ou non les actions des boutons, donc déverrouillage par bouton accueil, déverrouiller l'écran en appuyant sur la bouton d'accueil. Ça je ne l'ai pas configuré, mais si vous voulez vous pouvez le faire, c'est ce genre de petites choses là comme ça. C'est à vous ensuite de bidouiller, hein, de vous promener. Je vais passer assez rapidement dans tous les paramètres. On a des systèmes de thèmes liés à Cyanogen, hein. Cyanogen intègre des thèmes, et vous pouvez ensuite choisir la police, etc. etc. Alors, les thèmes, vous en avez deux par défaut qui sont gratuits. Après, la plupart des thèmes Cyanogen sont payants. Minimum 1€, 1,50€. Vous en avez quelques-uns qui sont gratuits, mais honnêtement, ils sont assez laids.
Je pense que si je vais dans pack de thèmes, je vais voir, voilà, par exemple celui-ci, Crimson Cobalt, qui je crois est vraiment pas très beau. Ben, lui, il est gratuit. Il y en a d'autres comme ça. Vous pouvez mettre le thème holo et par défaut c'est Exo, c'est un thème proposé par Cyanogen. Voilà, vous pouvez changer les éléments indépendants vraiment de chaque thème. Et quand on change un thème, en fait, ça change pas mal de choses. Ça change également les petites pop-up, par exemple, pour la gestion du volume. Ça change tiroir des notifications. Ça change pas que le launcher à proprement parler. Ça, c'est quand même sympathique. La barre d'état. Alors, on peut changer le style de l'horloge qui est là-haut. Enfin, qui est ici, pardon. On peut la mettre au milieu. On peut la mettre masquée complètement. Alors, je vais la laisser au milieu pour le reste du test. On peut changer la façon d'afficher la batterie. Alors moi je l'ai mis en cercle, mais on peut le mettre en texte, juste. Et d'ailleurs je vais le laisser en texte, comme ça vous pouvez regarder. J'ai démarré le test à peu près 50%. Donc vous verrez comment ça évolue au fil du test. Réglage de la luminosité via la barre d'action. Alors ça c'est bizarre, mais c'est plutôt marrant. Moi je trouve pas ça très pratique, mais pourquoi pas. Vous pouvez changer la luminosité en faisant glisser votre doigt sur la barre de statut. Là-haut. Voilà. Ok, pourquoi pas. Afficher le compteur de notification, vous avez le nombre de notifications qui s'affiche là-haut. Et double appui pour mettre en veille. C'est ici qu'il faut la cocher l'option. Je crois pas que ce soit activé par défaut. Pardon, pour mettre en veille, c'est ça. Et le double tap, il est dans les options d'affichage. Vous le verrez après. Et je suis pas sûr que ce soit activé par défaut. Donc barre d'état, ça on a vu. Voler des notifications. Donc fermer lorsque la dernière notification amovible est supprimée. Donc ça c'est simple, c'est vous supprimez vos notifications qui sont amovibles. Et ça le ferme automatiquement. Bon, pourquoi pas. On a les ajustements pour le volet des raccourcis, donc c'est ce volet ici, qu'on peut ouvrir normalement à 2 doigts, mais qu'on peut aussi demander à ouvrir, par exemple en faisant par la droite ou par la gauche. Donc ça se détermine ici. Vous avez la fermeture automatique une fois que vous avez sélectionné une option, ce genre de choses. Donc vous avez quelques options à gérer. Là-dedans, la taille du bandeau, alors attendez, notification flottante, donc ça c'est activé, je l'ai activé que pour Gmail, mais vous pouvez choisir les applications pour lesquelles vous voulez que ce soit activé. En gros, c'est une fonction qui permet tout simplement, vous recevez un mail, vous avez une petite pop-up qui s'ouvre ici avec écrit, bah t'as reçu un mail Coco. Donc voilà, ce genre de choses, et on peut gérer le truc, et on peut même les enlever si on n'aime pas. Le bandeau d'accès rapide, donc c'est celui-ci, on peut l'afficher ou non. Moi je préfère le garder, on peut changer la taille. Donc, je peux le mettre en grand si j'ai envie. Donc là apparemment c'est la grande taille. Il est pas si grand que ça, je peux mettre petit. Ah effectivement il est plus petit. Voilà, c'est ce genre de truc, moi je mets automatique, peut-être. Voilà, ça sera bien et à mon avis ça s'ajuste en fonction du nombre de notifications, ça s'ajuste. Lier la disposition de ça à ça. Ça vous pouvez le faire ici, je l'ai pas fait mais si je le fais, ça va changer normalement. Voilà l'ordre des éléments qui s'affichent en fonction de l'ordre que j'ai défini ici. Et raccourcis et dispositions, on peut changer l'ordre des raccourcis qu'on trouve ici. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Luminosité, paramètres, Wi-Fi, lampe torche, bon. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose de base, il y a juste un truc que je veux vérifier, j'ai un petit doute. Est-ce qu'on peut en rajouter? Oui, voilà. On peut en rajouter ici. Vous avez, oups, moi j'ai rajouté GPS, heure silencieuse, LTE, etc. Donc on en a quand même quelques-unes, hein, quelques éléments, quelques fonctions que vous pouvez rajouter là-dedans. Hop, gestes. Alors les gestes, c'est les 3 éléments dont je vous parlais. L'appareil photo avec un rond, lampe de poche avec un V, et la musique avec différents gestes. Donc vous voyez, 2 doigts verticalement pour faire jouer et pause, dessiner une flèche pour la piste suivante précédente. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de dessiner une flèche. C'est un peu c'est trop précis, je trouve. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Parce que moi je vois ça plutôt comme une option pour gérer les morceaux depuis votre poche par exemple, et dessiner une flèche sur l'écran depuis votre poche, c'est pas terrible. Donc je sais pas quoi en penser, mais si vous avez le terminal sur le bureau avec des écouteurs, et puis vous faites un truc, hop, vous dessinez sur l'écran, et c'est réglé quoi. Ensuite, on a tout ce qui est gestion du son. Et ça c'est bien parce qu'on peut demander à soit avoir le contrôle petit comme ça, ou extensible, hein. Ça c'est la gestion ici avec les réglages un peu plus fins, du coup en fonction de ce que vous voulez exactement. Vous avez les heures silencieuses, ça je pense que vous connaissez ce genre de choses. Vous demandez quand une certaine plage horaire, il n'y ait pas de notification, pas de sonnerie, etc. etc. Effets musicaux, c'est un égaliseur qui est installé ici. Vous pouvez aussi accéder depuis le menu des applications. Bon, ça c'est toujours pratique, en plus il est complet, donc et il est assez bien, j'aime bien l'interface. Lancer le lecteur de musique. Lancer le lecteur de musique par défaut au branchement d'un casque, ça vous pouvez l'activer. Sonnerie du téléphone, je regarde juste si j'ai loupé des choses. Système
son alimentation éventuellement. Ok, ça c'est bon. Vous voyez, il y a pas mal de petits trucs. Ensuite, il y a affichage et voyant. Alors, là-dedans, on peut régler la luminosité, la mettre en automatique si on a envie, avec des paramètres ici, s'adapter au lever et au coucher du soleil, éventuellement, désolé, vous voyez pas, vous allez le voir après, sensibilité moyenne, forte, etc. J'ai pas testé ça pour être tout à fait honnête, mais ça peut être intéressant si vous avez, voilà, si vous avez envie, et je me mets en automatique à nouveau. Vous pouvez gérer la rotation, si l'appareil fait une rotation dans tous les sens, notamment dans ce sens-là qui est assez peu commun, le sens tout à fait inverse du portrait classique. Donc ça peut être intéressant de l'activer, mais vous n'êtes pas obligé. De base, il n'est pas forcément activé. La veille, la taille de la police, caster l'écran, ok, bureau étendu. C'est quoi ça? Afficher la barre détail de navigation sur l'écran. Ok, ouais, ok. Voyant de notification. Alors là, vous pouvez changer quelques petits trucs. Donc, est-ce que... Voilà, c'est ici. Donc, vous pouvez l'activer, désactiver pour les notifications et tout ce qui est batterie. Et ce qui est plus sympa, c'est que vous pouvez changer sa couleur. Elle est juste là-haut, comme je vous ai montré. Et en fait, vous pouvez vraiment affiner. C'est du RGB. Vous pouvez changer vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc, typiquement, je vais mettre Gmail. J'ai mis blanc. Vous allez voir. Je peux changer sa couleur très facilement. Alors là, elle m'indique aussi ça. Je vais faire très lent pour voir, peut-être que vous allez mieux voir. Donc là, c'est très lent, mais c'est rose. Je vais la mettre en vert. Donc vous voyez ce genre de choses. Et vous pouvez gérer à la fois l'impulsion, la durée d'affichage, la vitesse de transition du fade in, fade out, enfin apparition, disparition, et la couleur en fonction des événements. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc vous allez là-dedans, vous dites, ok... Chrome, si je reçois une notification de Chrome, ce qui est assez rare quand même, vous pouvez recevoir une couleur différente. Donc ce qui est bien, c'est... Alors il y a un truc que je me demandais, c'est est-ce qu'on peut gérer en fonction des contacts? Je sais plus s'il y a la possibilité, par exemple, de dire s'il y a une personne qui m'appelle, je veux telle couleur, enfin ce genre de choses. Mais bon, ça c'est un détail. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment gérer ça de manière assez fine. Et c'est vraiment sympa. Et vous avez le voyant de batterie. De base, il y a ces paramètres-là qui sont proposés. Rétroéclairage adaptatif, je vous en ai parlé. Je l'ai désactivé. Je pense que c'est ça qui cause le problème de surexposition, mais pas sûr à 100%, je dois bien reconnaître. Donc ça ajuste dynamiquement la luminosité du rétroéclairage en fonction de l'environnement. Amélioration en plein soleil, donc c'est peut-être ça aussi, hein, je sais pas, c'est un ensemble des deux probablement. Donc ça, si vous êtes en extérieur, il détecte ça avec le détecteur de luminosité, et ensuite il est capable de booster finalement les couleurs. Enfin les couleurs, la luminosité, ça peut être éventuellement ça, je ne sais pas. Amélioration des couleurs, appui double pour réveiller, il est ici. Empêcher un réveil accidentel, utiliser le capteur de proximité pour prévenir des réveils accidentels de l'écran. Je pense que c'est notamment si vous êtes en téléphonie, ce genre de choses, ou s'il est dans une poche. En théorie, il n'est pas censé s'activer, mais s'il sent qu'il est dans une poche, il devrait normalement pas s'activer. Il y a une façon de le vérifier, j'ai pas testé, et on peut tester ça tout de suite. C'est si je mets ma main là, est-ce que je peux quand même faire le double tap? Vous voyez? Hein? J'ai cassé le téléphone. Non, c'est bon. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Ok, réveil au branchement, éventuellement allumage pardon, de l'écran quand vous branchez un chargeur. Ok, bouton. Alors c'est plutôt sympa. Vous pouvez, si vous avez envie, repasser en mode, on va dire classique, comme sur un Nexus par exemple, ou d'autres terminaux, et ça fait complètement disparaître les boutons sensibles en bas. On a l'impression qu'il n'en a pas. Alors par contre, ça mange une partie de l'interface. Donc c'est pas franchement conseillé sur cet appareil qui est optimisé pour utiliser toute l'interface en ayant des touches sensibles. Vous appuyez là. Enfin, de base, c'est réglé comme ça et vous avez les touches sensibles qui s'affichent. Mais si vous aimez pas trop parce qu'on les voit pas beaucoup, là, vous pouvez tout à fait activer ça. C'est très chouette, n'empêche comme fonction. C'est la première fois que je vois ça, je crois, sur un smartphone. Donc bon, c'est inhérent à cyanogène, mais c'est quand même sympa. Rétroéclairage activé 5 secondes. Et luminosité, vous voyez, j'ai mis au maximum. Et pourtant, c'est pas assez élevé à mon goût. Bouton marche arrêt, vous pouvez déterminer les fonctionnalités qui sont affichées quand vous restez longtemps appuyé là-dessus. Terminer l'appel en appuyant sur marche arrêt éventuellement, ça c'est à vous de choisir. Et barre de navigation, ça c'est si vous faites ça. Vous pouvez gérer ensuite les boutons, comment ils sont affichés, etc. Donc c'est assez complet. Par rapport à ça, vous avez vraiment les deux possibilités et avec des fonctionnalités assez poussées. Ensuite, vous pouvez gérer
les appuis prolongés ou différents types d'appuis finalement sur les différents boutons en bas, qu'est-ce que ça change? Donc par exemple, bouton d'accueil, je peux dire un appui long, c'est assistant de recherche. Donc actuellement c'est Google Now. Si je veux, je peux mettre lancer l'appareil photo. Voilà, ça a lancé l'appareil photo. C'est ce genre de petites choses. C'est à vous de régler ça en fonction de vos besoins, quelle fonctionnalité vous utilisez le plus et comment utiliser finalement vos touches en bas. C'est à vous de le gérer. Ensuite, stockage, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Donc voilà, là actuellement j'ai 27 Go, mais j'en ai un petit peu utilisé par des vidéos, des choses comme ça. Batterie, voilà. Paiement sans contact, application. On a des différents profils, alors c'est plutôt bien fait. Par exemple, en fait, ça va être la possibilité de gérer. Donc vous créez un nouveau profil où vous utilisez ceux qui sont proposés. Et vous pouvez dire... Ok, avec ce profil, je veux que le Bluetooth soit toujours activé, je veux que le GPS soit désactivé, je veux que le Wi-Fi soit activé, je veux que mon alarme soit définie au niveau 5 sur 7 par exemple, la sonnerie à temps, notification à temps, et donc vous pouvez très bien créer un mode nuit, alors je pense qu'il y en a un qui est là, je vais le remettre en mode défaut, et vous avez comme ça différents profils, et c'est plutôt intéressant. Vous pouvez avoir aussi des groupes d'applications, et qui réagissent en fonction du profil qui est utilisé, donc là par exemple Gmail... je sais plus, attendez, ça va être comment déjà? Je me rappelle plus exactement, j'ai vu ça tout à l'heure. Je vais refaire un test ici. Groupe d'application agenda, voilà. Donc si vous avez une notification de l'agenda alors que vous êtes dans le mode nuit par exemple, vous n'aurez pas de notification. Mais si vous avez envie que Gmail quand même vous notifie, enfin bref, plein de réglages à faire pour obtenir le profil que vous avez envie, qui vous intéresse. Les comptes à gérer ici. Option pour les développeurs, il y a un truc assez fun, et après il y a performance, et on a fait le tour des paramètres, vous inquiétez pas, désolé, c'est un peu long. Mais il y a un truc qui est bien, c'est le Quick Boot. Quick Boot, je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement, j'éteins jamais un terminal pendant un test, pour une raison simple, c'est que ça prend du temps et c'est pénible. Mais dans le cas du OnePlus One, et ici avec Cyanogen, c'est pas vraiment un problème, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est avec le mode rapide, Quick Boot. Vous pouvez le désactiver. Pour avoir les options pour développeurs, il faut appuyer plusieurs fois sur numéro de build. Il faut appuyer, je crois, 3 ou 4 fois, et voilà. Ensuite, dans Performance, vous pouvez gérer, alors là, il vous dit, attention, vous allez faire exploser votre terminal. Vous avez différents profils, équilibré, performance ou économie d'énergie. En fonction de ça, vous pouvez changer éventuellement la fréquence de votre processeur, minimale, maximale, etc. Moi, j'y ai pas touché, je vous recommande pas d'y toucher, mais si vous avez envie d'y toucher, vous pouvez y toucher. Mais c'est à vos propres risques, bien entendu. Ok, je pense avoir fait le tour dans les paramètres, j'ai peut-être oublié des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt, non je plaisante. Alors, ensuite, vous avez vu, ça ressemble à ça, une notification flottante, et là c'est juste une mise à jour de la batterie, ce qui est d'ailleurs bizarre, parce que je croyais avoir demandé juste Gmail, et au final j'ai quand même différentes choses. On a l'écran d'accueil, on peut rester appuyé de cette façon, là, et on a la possibilité de gérer les pages, fond d'écran, widget, thème, et on a également ça. Alors c'est assez rare de voir ce genre de fonction qui sort comme ça sur Android. D'ailleurs, je crois que c'est le seul, peut-être des launchers qui proposent ça. Mais là, on a la possibilité d'enlever la barre de recherche Google, de gérer si on veut CM Home ou Google Now à gauche. Grosso modo, je vais vous montrer ça, mais c'est soit Google Now, vous connaissez, hein, vous faites un swipe latéral et vous avez Google Now avec les cartes, etc. Ça, c'est CM Home. CM Home, c'est compatible avec certains widgets d'écran de déverrouillage, notamment ça qui s'appelle Clock, je sais plus trop comment. Je vais pas m'attarder là-dessus, honnêtement, c'est des détails. Et ça vous permet d'afficher des sortes de pages comme ça. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt du truc. Maintenant, c'est à vous de bidouiller si vous avez envie d'avoir vraiment un écran de panneau de recherche un peu complet. Vous avez CM Home ou Google Now, ou vous pouvez l'enlever éventuellement. La barre de recherche aussi. Effet défilement, vous pouvez le changer. Nom des icônes affichées ou non. Défilement du fond d'écran, taille de la grille. Ce que vous pouvez changer, condensé, cosy et confortable. C'est différents niveaux de ils sont serrés ou pas. Les icônes sont serrées ou pas. Effet de défilement, ça c'est pour l'écran des applications, donc c'est le menu des applications, empilement, mode de tri, etc., etc. Il y a grandes icônes aussi, vous pouvez désactiver si vous voulez. En fait, ça va vous mettre des icônes un peu plus petites, ça se voit pas trop, c'est peut-être un peu subtil, mais ça donne un tout petit peu plus d'espace finalement, du coup sur l'accueil, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je vais les remettre en comme ça, et vous pouvez éventuellement protéger des applications avec un schéma de déverrouillage, ce genre de choses.
Je reviens sur l'accueil. Là, vous voyez, les icônes sont un tout petit peu plus grosses. Je sais pas si ça se remarque réellement, en fait. Ensuite, bon, tout ce qui est téléphonie, c'est vraiment du classique. C'est du classique Android. Tout est bien intégré, il n'y a pas de souci. Je vous ai déjà parlé de la réception, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les contacts s'affichent, propositions, etc. Vous composez votre numéro de cette façon-là. Vous avez l'historique des appels ici. Et vous avez bien entendu vos contacts qui sont ici si vous voulez. Et c'est les contacts de façon très classique. Vous rentrez dans un contact, vous avez ces informations qui s'affichent, vous pouvez modifier, etc. etc., etc. Voilà. Il y a un truc qui est juste amusant, je trouve. C'est vous voyez ce bouton-là qui est normalement, enfin c'est le bouton qui permet d'accéder au menu des applications, qui ressemble à ça. Eh bien si vous avez envie, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez le mettre là. En fait, ça devient une icône et vous pouvez remplacer ça par VLC. Enfin, c'est un détail, mais je trouve ça assez amusant finalement que cette icône-là. Et vous pouvez pas la supprimer par contre, parce que c'est pas une application à proprement parler, mais c'est le menu principal. Enfin, le menu avec toutes vos applications et je trouvais ça intéressant. Ensuite, on va passer comme ça dans l'ordre du menu, et là, on va aller un peu plus vite du coup. Là, c'est le calendrier de base, c'est pour ça que je l'avais même pas ouvert, mais c'est le calendrier, la nouvelle version de Google Calendar, qui est pas mal, mais à mon avis, pas trop optimisé. Je trouve, vous devez impérativement utiliser ça pour afficher la vue mois, vous arrivez dans une date, après, il faut appuyer là, enfin bref, c'est... Pour ceux qui suivent, vous savez de quoi je parle. N-Tuto regardera après. L'appareil photo, par contre, vous avez une interface proposée dans CyanogenMod. Alors, je ne sais pas si elle a été modifiée pour le OnePlus One, mais je ne crois pas. Je vais en parler rapidement. Alors, vous avez la possibilité d'accéder à la galerie en faisant comme ça. Vous pouvez prendre une photo rapidement en faisant comme ça. Vous engagez en mode panorama en appuyant là. Et appuyer ici pour filmer directement. Vous pouvez zoomer, dézoomer jusqu'à 4 fois. Ce qui n'est pas beaucoup, vous le verrez dans les échantillons, mais ça zoome pas des masses, mais c'est pas forcément grave. Sur un smartphone, on n'est pas censé commencer à zoomer dans tous les sens. Ça peut être pratique éventuellement, mais là pour le coup, c'est vraiment pas excellent. Ensuite, on a des paramètres qu'on regardera dans un instant. On a quelques effets ici, alors quelques réglages. C'est un peu bizarre parce qu'il faut faire, en gros, vous êtes là, vous faites ça, ensuite il faut aller là et choisir. C'est un petit peu long, je trouve, mais bon, on a pas mal d'options et c'est plutôt agréable. Donc là, on a tout ce qui est exposition, là, on a la balance des blancs, là, on a un retardateur, vous inquiétez pas, je vais regarder ça après. Et là, on a tout ce qui est géolocalisation. Là, ici, on a plein de modes. Alors, c'est bizarre comme menu, on n'est pas habitué à voir ce genre de choses dans un appareil photo, mais vous pouvez sélectionner les modes que vous voulez, et vous pouvez en sélectionner un directement ici. Donc, par exemple, là, j'ai envie d'être en mode ImageNet. Je passe en mode ImageNet. Mais la possibilité de les sélectionner, ça permet de faire quoi, en fait, de faire ça, tout simplement. De défiler entre les modes de manière tactile comme ça. Alors parfois c'est réactif, parfois ça l'est moins. Honnêtement, normalement quand tout a bien chargé, vous pouvez défiler comme ça entre les modes. Voilà, vous voyez. Normalement c'est une petite saccade. Bon, c'est normal parce qu'il doit se réadapter un peu. Donc là le mode HDR, le mode automatique qui est le mode de base. Dans les paramètres, vous pouvez passer en 13 mégapixels, c'est le max, ou redescendre. Vous avez énormément de fonctions. Vous pouvez descendre très très bas si vous avez envie, si ça vous amuse. La qualité de base est définie à 65%. Ou 75 je crois. Moi je l'ai mis à 100% pour les échantillons, mais bon, que vous le sachiez, mais vous pouvez baisser la qualité si vous avez envie pour capturer notamment des clichés plus rapidement. Je pense que c'est aussi au niveau de la taille du cliché. Mode rafale que vous pouvez activer ou non, je ne l'ai pas activé. Vitesse d'obturation lente, vous pouvez demander, enfin vous pouvez définir la vitesse vous-même ou la laisser en automatique. C'est plutôt conseillé, d'autant plus que vous avez un mode d'obturation lent à déterminer et que vous pouvez utiliser. Donc là maximum 8 secondes, c'est quand même vachement long. Et ça peut être intéressant. On peut enregistrer en format brut, donc ça c'est pas mal. Durée de mise au point tactile. Toute franchise, j'ai testé, je sais pas exactement ce que ça signifie. Donc si vous savez, n'hésitez pas. Mode de mise au point automatique, photo continue, infini, macro. Alors normalement, bon de base, il faut utiliser le doigt sur l'écran, c'est un peu pénible, mais vous pouvez le mettre en photo continue ou en mode macro en permanence. C'est à vous de voir ici. Les ISO, mode d'exposition auto et anti-scintillement. Ensuite ici vous pouvez filmer en plein de différents formats, vous pouvez aller jusqu'à au QSIF. Je sais plus combien c'est mais je crois que c'est 100 et quelques fois quelque chose. Alors vous pouvez filmer en 720p, 1080, 4K UHD, c'est la 4K qu'on trouve classiquement sur les smartphones haut de gamme, très haut de gamme. Et puis la 4K DCI, alors moi je connaissais pas, je suis pas expert là-dedans, donc si vous voulez plus d'infos, il va falloir vous promener sur la toile, mais d'après ce que j'ai lu, c'est entre guillemets la vraie 4K telle qu'on la voit au cinéma apparemment, il y a encore plus de pixels, voilà. Mais je connais pas exactement le format, c'est pas forcément intéressant je trouve, parce que déjà du format 4K de base, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de matériel qui le lit correctement.
De plus en plus, hein, faut bien le reconnaître, mais typiquement même sur votre smartphone, vous ne verrez pas la différence, ça c'est clair. Après sur un téléviseur, vous n'en avez pas beaucoup qui sont en 4K, enfin bon, de plus en plus, hein, bien entendu, et ça va se développer, donc c'est bien d'avoir ces fonctions, mais c'est pas non plus vital. L'échantillon pour info qui sera publié sur Test Mobile, et c'est en 4K UHD. Hein. 4K DCI, j'ai testé, c'est intéressant, le seul truc c'est que c'est un peu saccadé quand vous filmez, et du coup moi ça m'a un peu perturbé, donc j'ai préféré le faire en UHD. Par contre quand vous regardez la vidéo, elle est pas saccadée, mais c'est juste quand vous filmez, c'est pas très agréable. Ici, je pense, c'est quoi déjà ça? Vidéo au ralenti, ça marche pas en 4K, je vais essayer 720p, voilà, vous pouvez filmer en 120 fps, ça peut être intéressant. Je vais repasser en UHD. Vous pouvez définir une intervalle pour faire du timelapse, et vous pouvez changer, alors c'est plutôt cool, le codec vidéo pour ceux qui sont motivés à faire ce genre de choses. Si vous exploitez par exemple vos clichés, vos captures dans un logiciel de montage et qui supporte pas tel ou tel codec ou je ne sais pas, vous avez un besoin spécifique, vous pouvez changer. H264 c'est vraiment la base et je vous conseille même de le garder. AAC pour l'audio c'est également la base, c'est plutôt pas mal. Et ensuite après, vous pouvez également changer ce qui se passe avec les boutons, donc par exemple, enfin ça c'est différentes fonctions. Donc par exemple bouton marche, prend une photo, moi je trouve ça un peu bizarre, il n'y a pas de bouton dédié, mais si vous le prenez comme ça, éventuellement vous pouvez prendre une photo, à vous de voir si vous trouvez que c'est intéressant. Est-ce que vous voulez zoomer avec le bouton de volume classique, définir les contrôles pour les gauchers, donc ça inverse en fait, il me semble. Attendez, je vais voir en fait ce que ça fait. Je l'ai pas testé, ok, ça inverse juste la position. Pourquoi pas. Et régler la luminosité au maximum lorsque la caméra est active, c'est ce genre de fonction qu'on trouve aussi pas mal sur d'autres smartphones, qui permettent tout simplement de dire que quand on est en extérieur, généralement la photo, on a envie vraiment que l'écran nous montre bien tous les détails pour pas se tromper. Et donc je vais parler qualité, on va parler de la galerie rapidement maintenant, parce que ça va bien dans le flow du discours. Après je vais repasser dans le menu dans l'ordre, hein, vous inquiétez pas. Donc là vous avez album, média, y a un truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez également synchroniser, vous avez peut-être vu tout à l'heure quand j'étais dans les paramètres de compte, vous avez un compte qui s'appelle Galerie. Et en fait c'est un compte, si vous le configurez et que vous le reconfigurez après sur un nouveau smartphone, en tout cas cyanogène, eh bien vous pouvez récupérer vos clichés assez facilement de cette façon-là, c'est une sorte de synchronisation pour vos fichiers médias, c'est assez bien. Donc là appareil photo, ça ressemble à ça. Accéder rapidement à l'appareil photo en appuyant là c'est si je me trompe pas, c'est un diaporama, voilà. Et licence open source, ok, intéressant. Ça va être tout pour ici. Média pour test, screenshot. Vous pouvez faire des screencasts, on verra ça un peu après. Et puis après, il y a plein d'autres clichés qui sont pas à moi d'ailleurs. Hop, je vais le charger. Moi j'ai remarqué, je trouve que les vignettes parfois elles mettent un peu de temps à charger. Voilà. Mais c'est peut-être pour optimiser la réactivité du truc, la rapidité d'exécution, mais bon, je trouvais que c'était parfois un peu long. Là, vous avez quelques détails qui s'affichent, possibilité de partager votre cliché, de le supprimer, d'aller là-dedans et faire modifier éventuellement. Ça charge. Normalement, on accède à une petite application voilà, qu'on connaît, qui permet de modifier ça. C'est la première fois que je la lançais, je pense, ou peut-être la deuxième fois, je sais pas. Et diffuser, ça c'est en Chromecast. Ok. Donc ça c'est pour les images, ça marche bien honnêtement. Je trouvais ça un peu lent. Alors niveau qualité, photo et vidéo, je vous en parle rapidos. Mais je vous inviterai à regarder les échantillons. Alors pour info, je ne l'ai pas mentionné, mais ce test-là il sera quasiment que en vidéo. Il n'y aura pas de test écrit parce qu'il est très en retard et ça me ferait perdre un peu de temps en fait. Donc il y a la vidéo qui est là, c'est pour ça que je la fais de manière complète. Et à côté de ça, il y aura des échantillons qui seront proposés sur testmobile.fr avec la vidéo de test et c'est tout. Une conclusion bien entendu. Alors niveau photo, moi ce que j'ai constaté ces 2 jours, les couleurs sont ok. J'ai eu un petit doute, je vous le mentionne là, mais je suis pas sûr de mon coup. Sur les rouges, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que les rouges, il y a un truc qui est un peu étrange. C'est-à-dire que la plupart des couleurs sont fiables, et dès qu'il y a un rouge à l'écran, j'ai l'impression c'est pas exactement le rouge qui est censé apparaître. Donc là, par exemple, ce rouge-là, normalement, il est un peu moins rose. Bon, ça c'est un détail parce que la balance des blancs, elle est un peu off ici. Mais je pensais surtout au rouge sur ici, là, par exemple, il est un peu orangé, alors que dans les faits, c'est pas exactement ça. Mais là, c'est vraiment pour chipoter parce que sinon, d'une manière générale, les couleurs sont vraiment bonnes. Il n'y a pas de souci de balance des blancs, à part très rarement. Donc là, par exemple, j'en ai eu un ici. Mais c'est assez rare. Quoi d'autre? La plupart du temps, donc c'est ok, la balance des blancs. Les macros, c'est bon, mais faut pas s'approcher trop. Parce que sinon, on part dans le flou.
Mais globalement, la macro, ça va. C'est juste, vous attendez pas à pouvoir vous rapprocher très très proche. Vous avez un zoom 4 fois, mais c'est un zoom numérique, donc bon, vous pouvez pas en faire sortir grand chose. En conditions difficiles, j'ai trouvé que, ouh là, c'est un peu saccadé dans la galerie. C'est peut-être parce que c'est la première fois que je fais charger ces photos. Alors ça, c'est en conditions difficiles. On dirait pas. Il y avait un peu de lumière, il y avait un tout petit peu plus de lumière, je tiens à le préciser, que d'habitude quand je fais mon test de nuit, parce qu'il y avait un gros soleil et j'arrivais pas à mettre vraiment de nuit en intérieur, j'ai pas de studio vraiment pour faire ça, mais là il faisait vraiment sombre et on dirait pas. Et bah tout simplement parce que le OnePlus One il s'en sort pas si mal et il a tendance à éclaircir un petit peu à la manière des Lumia, vous voyez, la scène. Alors ça enlève un peu de détails, ça génère pas mal de bruit comme vous pouvez le voir, mais ça éclaircit la scène. Si c'est un rendu qui vous intéresse sur un smartphone, écoutez, sur celui-là vous avez ça. Et vous avez également la possibilité après d'activer par exemple le mode exposition plus longue, enfin obturation plus longue. Vous avez la possibilité d'activer le mode HDR, le mode nuit, tous ces modes là qui permettent d'optimiser encore plus. Alors par contre il faut vraiment pas bouger. Et même d'ailleurs quand vous êtes en mode nuit, ce genre de choses, le mieux c'est d'avoir un pied. Alors je sais que c'est pas pratique, mais si vous n'avez pas de pied, ça part dans le flou très 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 rapidement. Ouais, il y a des petites saccades là sur les défilements, sur les clichés qui n'ont pas encore chargé. Hein, même sur ceux qui ont chargé. Bon après j'ai fait des tests en vraiment en conditions plus compliquées, et là vous voyez, par exemple ça c'est en automatique, c'est pas très intéressant comme sujet, je suis désolé. C'est sous mon bureau parce qu'il fait sombre sous mon bureau. Là on voit avec un temps plus long de capture, ça permet de capturer beaucoup plus de lumière, mais par contre c'est flou. Hein. Le cliché il manque de détails, parce que je l'ai fait à la main levée, et donc mode HDR ça donne ça, et voilà c'est à peu près tout. Ok. Donc bon, si vous êtes intéressé par les échantillons, regardez sur testmobile.fr. La caméra frontale, elle est pas mauvaise. Alors désolé pour les clichés, ils sont pas passionnants non plus. Mais c'est vraiment pas mal en fait. J'ai testé en différentes conditions et ça rend assez bien, honnêtement. Donc c'est pas aussi bien que la caméra à l'arrière. Mais d'un point de vue général, moi j'avais lu que le OnePlus One n'était pas forcément excellent en photo vidéo, et j'ai fait différents tests et je trouve que c'est pas si mal. Alors il y a un truc à noter aussi, c'est que le mode HDR il est un peu hardcore. Donc là par exemple c'est le cliché avec le mode automatique. Effectivement on a un contraste qui est tellement marqué entre le ciel et on va dire le bas de l'image tout simplement, et qu'on voit pas grand chose. Ça c'est en mode ensuite HDR, ça donne ça. Et ça, typiquement, c'est un rendu que je m'attends à avoir en HDR, mais il y a un aspect très un peu surréaliste, avec un côté très orangé d'ailleurs qui est révélé, qui n'était pas vraiment existant. Donc ça, c'est un cliché capturé en mode normal. Ça, c'est en mode HDR. Mais il est assez costaud. Moi, je suis pas fan de ça, mais si vous aimez bien le rendu de ce genre de cliché, bah écoutez, vous avez un mode HDR qui est plutôt costaud. Et ça, c'est plutôt sympathique pour capturer vos clichés dans des conditions qui sont parfois un petit peu difficiles. Ensuite en vidéo, je peux vous montrer ça très 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 rapidement. J'ai un échantillon ici, normalement. Alors, en gros, ce que j'ai constaté, je vous lis ce que je me suis noté, et après vous pourrez voir l'échantillon vous-même. Donc vous pouvez le faire en 4K DCI, c'est un peu saccadé, c'est à noter. Après, en vidéo d'une manière générale, le son, il y a un léger souffle au début, au début, quand vous êtes en silence total, mais ça se perd un petit peu quand il y a du bruit autour, donc voilà. Le focus n'est pas toujours évident, comme vous allez le voir peut-être. On va regarder ça. C'est un petit peu après, je pense que j'ai du mal à faire le focus sur la macro. Même de jour, de nuit encore plus difficile. Là pour le coup de nuit c'est vraiment un problème. Mais là j'avais un petit peu de difficulté à faire un bon focus ici de près. Donc ça c'est à noter. Sinon la balance des blancs est bonne, les couleurs sont justes. Et de nuit, ça va donner ça dans une seconde. Donc ça c'est conditions difficiles, c'est les mêmes conditions que pour les photos. Et là par contre, vous voyez, je sais pas si je peux zoomer, non. Vous voyez, vous avez pas mal de bruit. Pas mal de bruit à l'écran, le focus est beaucoup plus difficile, par contre l'image est un peu éclairée, il y a un rendu un peu sympathique si vous aimez bien ce genre de rendu. Donc voilà, ça c'est à noter. Au final, moi je trouve que la vidéo c'est moins bon que la photo, mais il s'en sort au global
pas si mal que ça, que ce soit en photo comme en vidéo, de jour comme de nuit, un peu moins de nuit bien entendu, mais de jour, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, j'ai été peut-être un peu surpris de lire quelques retours qui disaient que c'était pas très très bon. Peut-être qu'il y a eu une mise à jour qui a été faite qui a permis d'arranger ça, je suis pas sûr là-dessus. Alors, continuons les amis. Le légaliseur qui est ici, la calculatrice avec une interface, bon, tout à fait standard. Voilà, j'aimerais bien revenir en arrière s'il te plaît, merci. On va aller sur le web rapidos. L'expérience honnêtement est bonne, pas grand chose à dire. C'est un terminal bien équipé, c'est un terminal de haut de gamme. Là j'ai testé test mobile avec Chrome. Je sais qu'il y a des gens qui disaient, alors moi je l'ai pas constaté, que le multitâche et de manière générale le tactile, alors c'est pas valable que pour le web, mais c'est assez important pour le web, il y avait des bugs qui faisaient que de temps en temps, quand on défilait, plutôt que défiler, ça appuyait en fait. Je l'ai pas constaté, et moi je sais pas, je défile, il n'y a pas de problème, ça clique pas, voilà. Comme vous pouvez le voir, je vais ouvrir un article pour voir. Mais il y a des gens qui expliquaient même, il y a un gars qui donnait une anecdote où il était sur Amazon avec l'option One Click Buy activée et qui défilait, et qu'au bout d'un moment ça a cliqué et que malheureusement pour lui, il a acheté quelque chose qu'il voulait pas. Donc voilà, bon, ça c'est un exemple type. Mais moi je l'ai pas constaté, je pense que si ce bug existait, bah, il a disparu depuis les dernières mises à jour, et honnêtement l'expérience est vraiment très bonne. Il y a des gens qui disaient aussi que voilà, l'écran était très sensible, notamment pour multitouch, etc. Moi je trouve que ça va très bien. Ça a peut-être été recalibré à travers des mises à jour, c'est tout à fait possible, et en l'occurrence là ça marche vraiment pas mal. Côté saisie de texte, on a le clavier Google qui est proposé par défaut avec l'application Messenger de base. Je l'ai vraiment pas utilisé, mais c'est celle de base proposée depuis peu dans Android en fait. Alors Lollipop oui, mais pas uniquement. C'est vraiment une application que vous téléchargez sur Play Store ou que vous effectuez une mise à jour. Et après c'est très simple, l'interface est plutôt sympa. Voilà, vous sélectionnez un contact, vous commencez à faire votre truc. Ça s'empile bien sûr, enfin bref, voilà, c'est le classique. Après au niveau du clavier, bah, le clavier Google de base il est pas mal, après faut l'ajuster. Donc moi là je l'ai pas configuré parce que c'est vraiment, enfin c'est le clavier classique de chez Classic, mais vous pouvez régler certains éléments ici. Il y a autre chose à voir également, je vais voir ici, on a voilà, ce clavier-là, le clavier Android AOSP. Je suis un peu surpris parce que le clavier AOSP, c'est pas le même clavier que le clavier Google. Il est peut-être pas activé encore, attendez. Je crois que c'est ça, voilà. Désolé. Donc vous aviez les deux possibilités, ça c'est le clavier Google et moi je veux voilà. Le clavier AOSP, c'est bon, clavier vraiment de base proposé dans la ROM Android. Après vous avez le clavier Google qui est peut-être un poil mieux. Ça se voit pas forcément ici, mais les propositions sont un peu meilleures, ce genre de choses. Et vous avez également des thèmes. Alors ça va être dans préférence je crois. Attendez, j'ai peut-être loupé apparence, pardon. Et notamment les thèmes matériels pour ceux qui sont intéressés par ça. Material design. Voilà, ça ressemble à ça. Après, vous avez vraiment l'impression d'avoir un terminal sous Android L pour ceux que ça branche. Voilà. Ensuite, après, contact, on en a parlé. Les emails, vous avez ce client-là qui ressemble en fait tout à fait au client Gmail par défaut. D'ailleurs, il faut savoir qu'à partir d'Android Lollipop, cette application elle disparaît au profit de Gmail uniquement avec la possibilité de configurer n'importe quel compte. Et là, vous pouvez configurer le compte que vous souhaitez. Donc là, j'ai configuré un compte Gmail, mais vous pouvez configurer ce que vous voulez. Vous avez différentes options. Vous pouvez switcher entre les comptes. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est juste, ça marche bien. Là, c'est assez. On voit pas mal de mails du coup. Parce qu'on a toute la hauteur, c'est ça aussi l'avantage de ne pas avoir la zone en bas occupée par quelque chose. Ça c'est plutôt appréciable. Et bien sûr vous avez l'application Gmail qui ressemble à peu près à la même chose. Elle est légèrement différente mais c'est les mêmes fonctionnalités de toute façon. On a un explorateur de fichiers, voilà, qui est proposé, plutôt pratique. Je vais sortir de là. La galerie on l'a vu, avec ce petit mode un peu sympa. La galerie de thèmes, on va pas passer ça en vue, on l'a vu un peu tout à l'heure. Hangout, vous pouvez choisir entre Hangout et l'application Messenger. Pour les SMS, vous pouvez depuis KitKat, il me semble, choisir quelle application de SMS va lire vos SMS, tout simplement, vous permet d'en envoyer, etc. Vous avez tout ce qui est horloge, lampe de poche, magnétophone, maps. J'ai pas eu de souci de réception GPS, ça marche assez bien sur ce terminal. Photo, c'est une deuxième application qui permet éventuellement de lire vos images, etc. Alors c'est à vous de choisir ce que vous préférez, vous pouvez même en télécharger sur le Play Store, et puis après vous avez la série Play Store, Play Music, Play Livre, etc. Play Music c'est pour lire votre musique, alors normalement,
Il me semblait que dans Cyanogen, il y avait un lecteur musical proposé par Cyanogen. Peut-être que je me trompe. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez lire de la musique, vous pouvez utiliser Play Music. Vous avez votre bibliothèque qui s'affiche ici. Ça charge. Ça marche décemment. Je vais voir si je peux vous lire un morceau qui n'a pas de problème de copyright. Ça va être par exemple ça, je pense. Non, ça c'est copyrighté, mais vous avez cette interface-là que vous connaissez, je pense. Et on va regarder au niveau de la qualité audio, pendant que du coup j'explore. Alors là, il est un peu saccadé, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a eu un peu de mal à, la première fois, faire charger tout simplement l'application. On va charger ça, ce fichier. Donc là, la pochette, l'intégration Chromecast, etc., etc., répétition, shuffle, enfin bon, vous connaissez, la playlist là-haut. Et je vais regarder le haut-parleur. On va vous parler du haut-parleur. Le haut-parleur sur OnePlus One, c'est un haut-parleur qui est pas mauvais, il est situé en bas, ce qui permet d'éviter d'être étouffé quand vous le posez à plat. C'est donc le même type de position que sur un Nexus 5 par exemple, mais pas uniquement. Et la qualité est pas mauvaise, en soi le volume est assez fort en fait. Mais la qualité du son, ça sature un tout petit peu quand vous poussez vraiment sur des morceaux un petit peu forts, un petit peu énergiques, dynamiques, mais sinon c'est assez bon, et ça suffit pour entendre par exemple les instructions GPS, regarder un film, ce genre de choses. Moi je trouve que c'est un haut-parleur plutôt décent, et au moins avec un volume assez important. D'ailleurs en parlant de volume, j'en ai pas parlé, mais il y avait un bug qui a été réglé depuis, c'est que au niveau de la sortie audio ici, quand vous passiez des appels, avant vous aviez un volume qui était pas assez fort. Là maintenant ça va, on entend assez bien quand même la personne à l'autre bout du fil, et c'est quand même important. Et puis vous avez l'égaliseur bien sûr si vous voulez écouter avec des écouteurs, un casque, etc. Vous faire un petit peu plaisir là-dessus, il n'y a pas de problème. Recherche vocale, tout ça, ça marche bien. Screencast, pardon. Alors c'est une application qui est proposée, qui permet tout simplement de faciliter l'accès à cette option, qui permet de filmer l'écran dans Android. Je crois que c'est à partir de KitKat, vous pouvez le faire de base, mais c'est plus pour les développeurs, ça se fait en ligne de commande, etc. Là, vous avez une application qui fait ça, et vous pouvez faire démarrer Screencast, ça enregistre l'écran, c'est tout à fait fluide, et ça enregistre également votre voix. Je vais pas vous montrer, ça c'est pas très utile. Il y a un truc à savoir aussi, c'est sauf erreur de ma part. Alors là, je vous invite quand même à me dire si je me trompe, mais de base, il est routé. Je crois que de base, il est routé, ou dans tous les cas, il est facile à router, ça vous aurez pas de soucis si vous avez besoin. Et notamment, une application comme ça nécessite d'être routé, il me semble. Je pense avoir fait le tour sur les fonctionnalités. Il y a sûrement des choses que j'ai loupées, et si c'est le cas, j'en suis désolé. Et n'hésitez vraiment pas à me le mentionner dans les commentaires. C'est un appareil qui, en termes de fonctionnalité, est vraiment intéressant. On a du Android qui est brut, mais avec des petits trucs en plus à droite à gauche qui font que quand on l'utilise, on prend quand même du plaisir. Et c'est vrai que par exemple, moi, le double tap, c'est un truc que... Voilà, là, il a entendu Hello, OK Google, je crois. Ouais, voilà. Mais c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment très, très sympathique. Et du coup, on va passer maintenant sur l'autonomie, les performances, et puis, bien sûr, la conclusion. Alors, côté autonomie, j'ai fait différents petits tests. J'ai pas fait mon test classique parce qu'il n'y a pas le test écrit, et du coup j'ai pas fait toute ma courbe, etc. Mais j'ai constaté deux choses. Donc déjà à l'usage, je l'ai utilisé comme smartphone du quotidien pendant 2 jours, et j'ai eu à peu près une journée et demie, mais toujours plus d'une journée généralement en usage vraiment un peu lourd. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc vous aurez normalement votre grosse journée, même si vous cognez un petit peu sur la vidéo, ce genre de choses. Alors oui, si vous faites 5 heures de GPS dans la journée, oui, au bout d'un moment ça va pas, la batterie sera vide. Mais un truc à savoir, c'est que vous avez Quick Charge 2.0, donc ça c'est intégré par Qualcomm, et vous l'avez sur ce terminal là, et ça permet de le recharger beaucoup plus rapidement. Normalement vous pouvez le recharger entièrement en 1 heure, il me semble, quelque chose comme ça. Ensuite, autre chose, c'est qu'après 1 heure, donc ça c'est mon utilisation du quotidien, c'est-à-dire un peu lourde, mais pas trop non plus. Après, moi je l'ai utilisé 1 heure en jeu en 3D intensif pour tester ce que ça donne, et j'ai quand même perdu 32% d'autonomie.
Donc ça signifie que si vous êtes un gros joueur, attention quand même, niveau autonomie, vous aurez peut-être des difficultés à avoir une journée et demie, comme je vous le dis. Si vous jouez 1 heure, 2 heures par jour, ça va être un peu compliqué. 32%, ça reste quand même important. Et il y a autre chose à savoir aussi, et là je rebondis sur les performances, mais quand j'ai fait cette heure de jeu en 3D, il chauffait un peu. Alors il chauffait pas énormément, hein, ça va être affiché là normalement, où est-ce qu'elle est? Ça doit être ici, ouais, ça doit être à ce niveau-là. J'atteins quasiment les 40 degrés. Il y a des smartphones qui chauffent quand même beaucoup plus que ça, donc ça chauffe, et vous le sentez un petit peu dans la coque, mais c'est pas un gros problème. Alors après, côté performance, vous l'avez vu, dans l'interface, généralement ça va, vous avez quelques petites saccades occasionnelles, notamment quand les éléments n'ont pas été chargés, et puis après dans un benchmark ici comme Antutu, j'en ai pas passé d'autres, mais c'est pas forcément important les benchmarks, c'est juste pour avoir un chiffre. Mais là on est à 47 000, donc on n'est pas loin du 50 000, et concrètement ça le place à peu près au même niveau qu'un Note 4, qu'un M8, ces terminaux-là, voilà, qui sont actuellement sur le marché du haut de gamme, du très haut de gamme. Vous avez de très belles performances et vous pouvez faire tourner sans problème n'importe quel jeu. Alors, je vais conclure sur ce produit en donc répondant à la première question que j'ai posée en introduction. Est-ce que je serais prêt, moi, à l'acheter? Et c'est vrai que s'il n'était pas sorti il y a déjà quelques mois, je serais sérieusement en train d'envisager ça parce que j'adhère beaucoup l'esprit général du produit, le fait qu'il soit pas trop cher. Moi j'ai acheté un Nexus 5 à la base parce que c'était justement ça, c'est pas trop cher et bonne performance. Voilà, on a quelque chose de très similaire et ça me séduit pas mal. Et puis la prestation générale est quand même au global pas loin d'être excellente. Et donc ça c'est très intéressant. Moyennant quoi, le produit a quelques mois pour moi et j'attendrai plutôt peut-être le OnePlus 2, je verrai ce que ça vaut. Mais dans tous les cas, c'est clair qu'aujourd'hui c'est un produit que je recommanderais si vous cherchez un produit performant, bien équipé, etc., de belles specs pour un prix limité. Après, on va commencer du coup par les points négatifs parce que je vais parler de ça tout de suite. C'est que oui, vous avez un bon prix, mais il n'est pas facile à se procurer. Vous avez système d'invitation qui est quand même super casse-pied. Alors c'est ça qui a créé un peu l'engouement autour du produit, le buzz autour du produit. Mais c'est aussi ce qui crée que ça crée de la frustration. Et quand vous pouvez pas obtenir d'invitation pour ce produit, il y a un moment où vous avez un peu envie de passer à autre chose, quoi. Et ça, c'est le problème. Alors, j'espère que de temps en temps, il y a des jours où vous pouvez l'acheter sans invitation, dans la limite des stocks disponibles, et puis après, peut-être que le OnePlus 2 utilisera un système différent, je l'espère. J'espère qu'il sera proposé toujours sur le web, bien sûr, mais en achat direct, ce serait quand même sympa. Au niveau des autres points négatifs, vous avez également, je pense, le fait qu'il n'y ait pas de micro SD, la possibilité de mettre une micro SD, et que si vous achetez la version 16 Go, ça peut être un gros problème, honnêtement. Par contre, en version 64, vous êtes quand même tranquille. Et puis il y a le souci du LTE avec la bande de fréquence 800 MHz qui n'est pas supportée. Ça c'est quasiment rédhibitoire pour certaines personnes qui vont être souvent sur ce genre de bande. Alors c'est difficile de le savoir, mais ça dépend des opérateurs. Si vous êtes chez Bouygues, vous n'aurez pas trop de soucis. Si vous êtes chez un Orange SFR, normalement un peu plus. Bon, après je peux pas trop vous donner de détails là-dessus. Il va falloir vous renseigner quel type de bande vous êtes, sur lesquelles vous êtes en permanence, etc. Quel opérateur vous avez, ça va dépendre de votre opérateur, bien entendu. Mais vous pourrez éventuellement avoir des soucis de réception sur ce produit. Et ça, c'est quand même un gros souci. Il faut bien le reconnaître. En espérant que le OnePlus One 2 intègre... je sais pas s'il s'appellera le OnePlus One 2 ou OnePlus 2. Je crois que c'est OnePlus 2, non, c'est logiquement. Bref, peu importe. Et puis la batterie qui est pas amovible, je le mets pas vraiment dans les points négatifs, mais je trouve que c'est un peu dommage, d'autant plus qu'on peut quand même enlever la coque, et donc on pourrait enlever la batterie, mais non, on peut pas enlever la batterie facilement. Alors au niveau des points positifs, bien entendu, il y a le prix, par rapport à la prestation générale, c'est un prix qui semble assez incroyable finalement, 299 $ pour un produit avec ses specs et cette performance et cette prestation au total, c'est quand même sympathique. Le design du produit, moi je trouve qu'il n'est pas magnifique, mais il est loin d'être moche, il est plutôt original sur certains points, et puis agréable, ouais, à regarder. Moi je trouve que c'est pas un mauvais design, il est bien fini. Au niveau de l'ergonomie, alors je le mets pas dans les points positifs, mais je le mentionne, c'est un appareil 5.5 pouces, c'est difficile de l'utiliser à une main, mais il est quand même pensé pour être facilement, on peut bien l'agripper et c'est quand même pas si mal, les boutons sont bien placés, bon voilà, ça pourrait être mieux bien entendu. Au niveau des fonctions, on a quelque chose de sympa, Cyanogen Mode c'est chouette, on a une interface quasiment brute Android mais avec plein de fonctionnalités en plus et moi je trouve ça chouette. La question encore c'est de se poser, c'est de s'interroger sur quel support à terme, qu'est-ce qui va se passer sur le prochain OnePlus, etc. Mais bon, dans l'immédiat, vous avez ça et c'est bien. Les performances sont excellentes, il n'y a pas de souci. Et qualité photo et vidéo,
de jour comme de nuit, qui est quand même pas mal. De jour c'est vraiment bien, de nuit c'est pas si mal, et en mauvaise condition vous arriverez généralement à sortir des clichés assez clairs, et je pense que c'est un point positif parce que ces derniers temps, moi je teste beaucoup de terminaux sous Android, qui de nuit, bah écoutez, ils luttent royalement, même en très 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 haut de gamme. Donc voilà, celui-ci, d'après moi, est pas si mal sur ce point-là. Voilà, je pense avoir fait le tour. Encore une fois pour ce test, comme il arrive en retard, il y a peut-être des bugs que vous avez dont vous avez entendu parler, dans d'autres tests que moi j'ai pas mentionné parce que je les ai pas, parce qu'il y a eu des mises à jour. Si vous achetez normalement le produit maintenant, vous aurez droit à ces mises à jour et donc vous aurez pas ces bugs. Je pensais à l'écran, je pensais à plein d'autres choses. Il y a des gens qui disaient aussi que Cyanogen c'était pas stable. Bah écoutez, moi j'ai jamais eu aucun problème pour l'instant avec ce produit. Donc voilà, ça c'est important je pense de le mentionner. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus d'informations, bah voilà, vous pouvez rechercher sur d'autres tests également, il y a peut-être des fonctions que j'ai loupées. Et si vous avez vu des fonctions ou des points que j'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir et ça aidera les autres utilisateurs. Et en tout cas, j'espère que quand même ce test, même s'il est en retard, bah, vous aura été utile. Si vous aviez éventuellement prévu de tout faire pour vous procurer une invitation. Et pour répondre à la question, non, j'ai pas d'invitation à vous envoyer. Je suis sûr que je vais avoir des commentaires. Non, je n'ai pas d'invitation à vous envoyer, j'en ai pas, tout simplement, parce que ce produit, de toute façon, il est pas à moi. Et je remercie encore au passage Pierre Alban de me l'avoir envoyé, c'est vraiment super sympa. Allez, à la prochaine.